Les principales règles encadrant les installations gaz des ERP, établissements recevant du public, sont décrites dans les articles GZ au sein des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie du 25 juin 1980. Ces règles actuellement en vigueur sont partiellement rendues caduques par des évolutions réglementaires connexes. Plus de 20 ans après la dernière révision majeure, une réécriture de ces articles s'impose afin de les actualiser, mais également pour prendre en compte les innovations relatives aux installations de gaz. Cette refonte réglementaire s'est faite à l'initiative du ministère de l'Intérieur, qui s'est appuyé sur le CNPG, Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, pour réaliser cette mission. Après plusieurs mois de travail collaboratif, l'arrêté du 23 février 2025 voit le jour. Composé de 15 articles, ce texte épuré repose sur une logique d'obligation de résultats encadrés. Outre cet arrêté qui fixe des objectifs à atteindre, des guides techniques d'application volontaire ont été rédigés et approuvés par décision ministérielle. La mise en œuvre des solutions techniques mentionnées dans ces guides vaut présomption de conformité aux exigences de l'arrêté. Cette architecture singulière, inspirée des règles dans l'habitat, permet d'harmoniser les pratiques entre les différentes réglementations relatives au gaz. La nouvelle réglementation entre en application le 1er janvier 2026. Pour en savoir plus et vous tenir régulièrement informé, abonnez-vous à la newsletter CJBAT. CJBAT, l'expertise de la réglementation gaz et de l'efficacité énergétique GRDF. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous réglementaire CJBAT. Nous sommes ici pour 1 heure. On va traiter de la thématique de la réglementation gaz dans les établissements recevant du public et des nouveautés au 1er janvier 2026. Je suis Karine Serelli, responsable partenariat filière au sein de CJBAT et je serai votre animatrice pour ce webinaire. Nous sommes ensemble pour 1 heure. N'hésitez pas à interagir dans le chat et nous répondrons à vos questions en fin du webinaire. Ce webinaire va s'articuler autour de 3 parties. Premièrement, nous allons voir ensemble quelles sont les nouveautés réglementaires et la refonte. Ensuite, dans une deuxième partie, nous découvrirons les 5 guides qui s'articulent autour de ce nouvel arrêté. Et enfin, nous rentrerons un peu plus dans le détail dans une troisième partie pour comprendre quels sont les impacts dans vos projets et vos installations gaz. Pour répondre à ce programme riche et complet, je suis accompagnée par 4 intervenants. Premièrement, nous avons le colonel Herbout, qui travaille au ministère de l'Intérieur, au BPRI, le Bureau de la prévention et de la réglementation incendie. Bonjour mon colonel. Bonjour madame, bonjour à tous. Ensuite, nous avons Philippe Schoenberg, le président du CNPG, le Centre national de l'expertise des professionnels de l'énergie gaz. Bonjour Philippe. Bonjour Karine, bonjour à tous. Ensuite, nous avons Olivier Cros, qui représente Filiance, la fédération des organismes de tierces parties indépendants, comprenant les contrôleurs techniques. Olivier, vous travaillez au bureau Alpes Contrôle en tant que responsable technique d'activité thermique. Bonjour Olivier. Bonjour Karine, bonjour à tous. Et enfin, nous avons Jean-Claude Mola, ingénieur à GRDF. Bonjour Jean-Claude. Bonjour Karine et bonjour tout le monde. C'est parti, rentrons dans la première partie de ce webinaire. Et on va voir ensemble donc les grands principes du nouveau cadre réglementaire. Et c'est vers vous, mon colonel, que je me tourne pour débuter. Alors, mon colonel, quelles sont les principales raisons qui ont amené la refonte réglementaire des installations gaz dans les établissements recevant du public, qu'on va nommer ERP pour la suite ? Eh bien, il faut savoir que l'arrêté dont on parle sur les installations de gaz dans les établissements recevant du public aujourd'hui date de plus de 20 ans. Et il s'avère qu'il contient des références réglementaires qui ont été abrogées ou sont obsolètes. Donc on avait déjà une nécessité réglementaire à revoir ces références, d'une part. D'autre part, il nous a paru opportun de regarder ce qui se faisait sur l'habitat et donc d'avoir la même approche et donc de passer à
à ce qu'on appelle aujourd'hui dans le texte une obligation de moyens qui était décrit sur une obligation de résultat. Donc on y reviendra là-dessus. Et puis cette nouvelle approche, elle va permettre la prise en compte de nouvelles technologies, d'innovation beaucoup plus facilement qu'avec un arrêté qui comporte toutes les mesures en son sein. Et puis, il nous fallait également prendre en compte des préconisations d'un rapport gaz, un rapport sur la sécurité des installations de gaz qui avait été édité en 2020 sur demande du ministère chargé de l'Environnement. Et donc, ces préconisations qui tenaient à la sécurité devaient être prises en compte dans nos travaux. Et donc, on est là sur le fruit d'un travail qui dure depuis près de 3 ans. Et pour ce, on a fait appel au CNPG pour réaliser ces travaux. Merci mon colonel. Alors, c'est très clair. Alors Philippe, du coup, je donne la parole au CNPG que vous représentez aujourd'hui. Quelle solution le CNPG a-t-il élaboré pour répondre à cette mission très complète ? Alors, tout d'abord, je tiens à remercier le ministère de l'Intérieur de nous avoir confié cette mission. Et cette mission, je pense que si nous l'avons obtenue, c'est principalement parce qu'elle a montré de la performance lorsque nous l'avons fait pour l'arrêté du 23 février 2018 dans les habitations. C'était pas si simple au départ de persuader le ministère de l'Intérieur de fonctionner avec un système justement qui permet aujourd'hui de fixer des objectifs à atteindre et de proposer des solutions techniques pour y répondre. C'est ce que le CNPG, qui avait déjà eu cette mission à élaborer pour l'habitat, a proposé et a mis en œuvre. Voilà. Alors, si on s'arrête 2 secondes sur l'arrêté, comme vous le disiez, j'ai eu la chance, moi, de participer à la révision des articles GZ en 2004, donc ça fait plus de 20 ans. Et effectivement, on a proposé cette modernisation parce qu'elle va permettre de favoriser principalement l'innovation et surtout de pouvoir avoir une mise à jour régulière et efficace. Donc, c'est transformer un texte historique, l'arrêté du 25 juin 80, qui était un texte qui fixait des prescriptions, enfin plutôt des moyens et qui ne permettait pas si bien que ça à la fois l'évolution et l'innovation. C'est transformer cet arrêté en un arrêté qui fixe des objectifs et des guides qui apportent des solutions techniques. Et ça favorise évidemment ce qui n'était pas le cas avant. Quand il y a une nouvelle solution qui arrive, aujourd'hui, il suffit simplement de la proposer dans un des guides, dont on reviendra tout à l'heure dessus, pour qu'elle soit inscrite dans le nouveau cadre réglementaire. C'est très clair. Merci Philippe. Donc on voit bien l'importance de ces guides. Ils jouent un rôle clé, élément essentiel dans cette nouvelle approche réglementaire. Alors mon colonel, je me retourne vers vous. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette nouvelle articulation arrêtée avec ces guides, justement ? Comment ils vont s'imbriquer ? Oui, alors bon, quand on regarde l'arrêté actuel qui comporte 30 articles, on passera demain à 15 articles uniquement. Donc avec voilà, on s'est recentré sur l'arrêté. Notre volonté, c'était déjà de fixer des objectifs généraux de sécurité qui n'apparaissaient pas forcément clairement jusqu'à présent. C'est assez important parce que de là, tout se décline de ces objectifs de sécurité. Et donc après, dans l'article GZ3, on précise que ce sont les guides qui vont venir expliciter les manières qui permettent d'arriver à l'atteinte de ces objectifs et de sécurité. Donc pour ce, il a été prévu d'une part de reconnaître les guides par décision qui doit être publié au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur. Et au-delà de la reconnaissance de ces guides, c'est aussi la reconnaissance de l'organisme qui les rédige et qui les propose au ministère qui est faite. Donc cette reconnaissance au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur, elle va intervenir semaine prochaine, elle sera publiée semaine prochaine. Et donc de cet article GZ3 sont légitimés les guides. Alors sur les guides, 5 guides en réalité, 3 guides spécifiques aux ERP, un qui sera relatif aux installations de gaz, un second qui sera relatif aux évacuations des produits de combustion,
Et le troisième, qui sera relatif au site de production d'énergie. Donc là, on est sur 3 guides nouveaux. Par contre, on va se référer à 2 guides existants s'agissant de l'aptitude au soudage et des appareils et matériels à gaz, puisque là, on est sur des guides qui n'avaient pas besoin de spécificité ERP et qui sont communs avec ceux de l'habitat. Merci mon colonel. Alors je me retourne vers Philippe pour le CNPG. Comment le CNPG s'est pris dans l'élaboration de ces guides et quel a été son rôle finalement ? Alors son rôle, il est relativement simple. On s'appuie sur nos membres. Alors déjà, je tiens à rappeler quand même que le CNPG, c'est 27 membres qui sont pas simplement des acteurs gaziers, puisque lorsqu'en 2011 on a créé le CNPG, on a voulu que ça soit la filière bâtiment qui soit représentée. Ça veut dire qu'on a 3 catégories de membres. On a les membres qui construisent. Alors dedans, je citerai la FFB, la CAPEB, les membres qui entretiennent, le SINASAV, les membres qui fabriquent les appareils, donc Uniclimat, Coedis, Evolis, pour la distribution, etc. Donc on voit qu'on a déjà tous les acteurs en amont. Ensuite, on a aussi des laboratoires. CSTB, Caustic, l'intégralité des organismes de contrôle, donc avec Filiance. On a aussi les organismes habilités, DECRA, Coprotec, Caligaz Evonia. Donc, ce sont des gens qui sont sur le terrain et qui maîtrisent déjà parfaitement la réglementation. Et puis, à la fin, il y a quelques acteurs gaziers, notamment des associations. Ça peut être donc France Gaz, Habitat Plus, PG, GRDF, bien sûr, Engie, j'en oublie, France Gaz Liquide et compagnie. Donc, ce sont tous ces acteurs qui mettent à disposition du ministère et du CNPG, des membres et des experts qui constituent des groupes de travail. Et là, pour réaliser cette mission, on a réalisé un certain nombre de groupes de travail qui sont accessibles à tout le monde. Dans ces groupes de travail, on a élaboré les solutions techniques qui permettent d'atteindre les exigences qui sont fixées dans l'arrêté. Je donne juste un exemple. Vous avez avant un arrêté qui disait il faut un organe de coupure avant d'entrer dans une chaufferie, par exemple. Bon. Aujourd'hui, pour essayer d'imager, on explique que tout ou partie de l'installation doit pouvoir être mise à l'arrêt. On ne fixe pas le moyen. Le moyen sera fixé dans le guide. Ça veut dire que si demain, vous avez un nouveau moyen pour réaliser ce même objectif, il sera inscrit dans le guide, l'arrêté ne bougera pas. C'est ça le principe. Donc, on a évidemment travaillé avec le ministère sur la constitution des objectifs à atteindre, les interdictions, les obligations, les restrictions, etc. C'est le ministère qui décide. Et par contre, les solutions techniques, elles viendront au fil de l'eau et au fur et à mesure des évolutions des technologies. Merci beaucoup Philippe. Donc on voit effectivement que la constitution de ces 5 guides autour de cet arrêté est vraiment la grosse nouveauté de cette évolution réglementaire. On va attaquer effectivement la 3e partie et on va citer les autres nouveautés. Je vais maintenant me tourner vers Jean-Claude. Est-ce que vous pouvez nous lister les autres nouveautés qui peuvent impacter les installations gaz des ERP au-delà de ces 5 guides que nous avons compris ? Donc effectivement, il y a un certain nombre de nouveautés qui accompagnent la modernisation de la réglementation. Avant, je voudrais quand même, on va peut-être avoir l'air d'insister. Non, mais tu peux laisser le slide, mais sur le fait qu'effectivement, il y a un gros changement sur la forme. Tout à fait. C'est indéniable. Par contre, sur le fond, il n'y a quasiment rien qui change, hormis les nouveautés qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui. Donc, ce qui veut dire, en fait, ça, c'est que les dispositions qui étaient applicables jusqu'au 1er janvier, qui sont applicables jusqu'au 1er janvier, elles resteront applicables après le 1er janvier. Ce qui veut dire aussi que les gens, les personnes, les sociétés qui ont l'habitude de travailler avec le règlement de sécurité, et de travailler bien avec, et qui le maîtrisent, n'auront pas de mise à niveau particulière à faire, hormis le fait de s'adapter à ces petites nouveautés-là. Donc parmi les nouveautés, en fait, il y en a qui touchent les ERP de 5e catégorie, donc sur l'aspect vérification, l'aspect certificat, donc Olivier va nous en parler tout de suite après. Il y a des nouveautés qui touchent les organes de coupure, notamment l'organe de coupure de branchement, l'organe de coupure de LPE, donc l'organe de coupure de site, donc d'un LPE qui est situé dans un parc de stationnement. Il y a aussi des nouveautés sur l'organe de coupure des établissements qui sont implantés dans les bâtiments d'habitation. Et enfin, ce qu'on va voir aujourd'hui, en tout cas pour ce qu'on va voir aujourd'hui, il y a donc les sites de production d'énergie qu'on abordera à la fin. On vous a mis dans la liste l'installation des appareils étanches et les appareils de remplissage de véhicules qui font leur apparition.
Et donc on n'abordera pas aujourd'hui dans le webinaire. Mais si vous avez des questions ou s'il y a besoin de plus de détails, il ne faut pas hésiter à nous le faire savoir. Et donc on y répondra. Au pire, on y répondra dans le FAQ qui sera proposé à l'issue du webinaire. Voilà. Merci beaucoup Jean-Claude. Donc en effet, on va aborder la première grosse nouveauté. Ça sera la procédure de vérification des ERP de 5e catégorie, avec d'abord vous, mon colonel, pour une introduction, et ensuite plus dans le détail avec vous, Olivier. Alors mon colonel, expliquez-nous pourquoi on a dû revoir un petit peu ces procédures de vérification-là pour ces ERP de 5e catégorie. Qu'est-ce qui se fait aujourd'hui finalement et quelles sont les évolutions à venir ? Alors, je vous parlais tout à l'heure des différentes raisons qui nous avaient amenés à se lancer dans ce travail avec le CNPG et Filiance. Je vous ai parlé du rapport de sécurité des installations de gaz de 2020. Il a justement mis en exergue le fait que on avait historiquement, enfin depuis plus de 20 ans, il avait une vérification initiale des installations de gaz en habitat. Aujourd'hui, en ERP, pour les 5e catégories, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc, et ce rapport l'a mis en exergue, et donc il était important d'instituer une vérification des installations de gaz neuves ou modifiées pour les 5e catégories. Et pour ça, on a imaginé deux manières de faire. Un processus qui est lié aux ERP de 5e catégorie qui reçoivent moins de 19 personnes, qu'on va appeler les très petits ERP, qu'on peut retrouver aménagés un peu partout. Et puis, une procédure de vérification pour les ERP de 5e catégorie de plus de 19 personnes différentes. Et qui ressemble plus à ce qu'on pourrait faire pour les ERP du premier groupe. Merci beaucoup, mon colonel. On va aller un peu plus dans le détail avec vous, Olivier, parce que quand on pense procédure de vérification des ERP, on pense tout de suite contrôle et bureau de contrôle que vous représentez aujourd'hui, Olivier. Alors, comment concrètement cela va-t-il se passer pour moi si je suis un ERP de 5e catégorie ? Donc déjà, le rôle du bureau de contrôle, enfin de l'organisme d'inspection, ça va être de vérifier, d'évaluer une conformité de l'installation de gaz par le biais d'une visite et il va émettre un rapport de contrôle. Donc tout démarre déjà par l'installateur qui établit un certificat de conformité. Ce certificat de conformité, donc, comme l'a évoqué le lieutenant-colonel, il y a deux situations. Donc quand on est à plus de 19 personnes, on va avoir une première disposition qui va être que l'installateur va fournir ce certificat de conformité au responsable des travaux, donc au maître d'ouvrage des travaux. Et lors d'une installation de gaz neuve, il va utiliser ce certificat de conformité pour obtenir le gaz auprès de son distributeur. Le procédure de vérification commence à ce stade, puisque dans le cadre des ERP de plus de 19 personnes, il va faire appel à un organisme agréé comme dans les ERP de première catégorie, donc de première à 4e catégorie, pardon. Ce vérificateur va procéder à son évaluation de conformité en 2 temps. Donc sur les slides que vous voyez, la partie 3 et 4, finalement, elle va être réalisée de façon simultanée, c'est-à-dire que le vérificateur va établir son rapport, donc ce rapport GE9, le rapport GE9 correspond à l'article de la réglementation qu'il impose, mais qui s'appelle en réalité un rapport de vérification réglementaire après travaux. Et ce rapport de vérification va lister l'ensemble des articles GZ et les prescriptions liées au guide, et donc va amener à conclure à une conformité de l'installation ou à éventuellement des écarts à la réglementation. Une fois que le rapport GE9 est réalisé et conclu sans observation, à ce moment-là, la dernière action du vérificateur technique sera de viser le certificat de conformité. Et une fois que ces éléments sont mis en place, le responsable de l'établissement ERP aura le droit d'utiliser le gaz. Donc ça se déroule en 2 étapes. Il obtient le gaz, mais il a le droit de l'utiliser qu'une fois que le vérificateur a conclu de façon positive à son installation. D'accord. Pour les ERP de moins de 19, la procédure est différente. Elle ressemble, en tout cas pour ceux qui la connaissent, à ce qui se passe aujourd'hui en habitation. Ce que je n'ai pas précisé, c'est qu'au-dessus des 5e catégories de plus de 19 personnes, c'est réalisé par des organismes agréés. Oui, donc, effectivement, je n'avais pas noté ce bandeau. Donc, c'est des gens qui interviennent déjà dans les ERP de première à 4e catégorie. Merci. Donc, ce sera les mêmes personnes qui interviennent. Par contre, si on revient effectivement sur les moins de 19 personnes, les intervenants seront des organismes habilités. Donc, ce sont les mêmes qui aujourd'hui vérifient et valident les installations de gaz en habitation. Donc,
le procédé est équivalent pour les moins de 19 personnes, puisque l'installateur va établir son certificat de conformité, donc c'est un modèle 2, donc on les détaillera après les certificats de conformité, mais ce modèle 2, c'est l'équivalent adapté à celui qu'on retrouve en habitation. Donc il le fournit à un responsable d'établissement et le vérificateur technique vient vérifier ces installations de travaux et si il conclut sur un référentiel établi et adapté aux ERP, si il vérifie que c'est bon, il appose son visa sur le certificat de conformité et avec ce certificat de conformité visé, le responsable de l'établissement de l'ERP peut solliciter le distributeur pour obtenir le gaz lors d'une installation neuve. Très bien. Donc les documents qui sont utilisés pour établir cette conformité, donc il y en a deux sortes. Effectivement, on retrouve la distinction entre les plus ou moins de 19 personnes. Et donc, moins de 19 personnes, on retrouve le certificat, donc il y a un document. Ma langue a fourché aussi, désolé Olivier, mais c'est vrai que c'est plus ou moins 20. Et enfin, c'est parce qu'on parle de plus ou moins de 19, plus de 19, et en fin de compte, on est bien sur à partir de 20 personnes et moins de 20 personnes. Okay. Merci pour cette précision, mon colonel. Je me suis trompé aussi aujourd'hui, c'est tout à l'heure. Et il est vrai que le distinguo, il est sur 20 personnes et plus et moins de 20 personnes. Merci beaucoup. Donc sur cette distinction, effectivement, donc on va repartir sur 20 personnes. Le moins de 20 personnes, le certificat de conformité modèle 2, c'est le certificat de conformité qu'on retrouve en habitation, qui a été adapté pour les établissements recevant du public et qui va permettre aux installateurs de décrire l'installation et aux vérificateurs de pouvoir la valider et la viser telle qui se passe aujourd'hui. C'est la même situation en habitation. Le deuxième certificat de conformité, c'est pas un document CERFA, c'est un modèle qui est proposé dans le guide ERP GZ et qui va permettre aux installateurs de pouvoir établir un certificat qui comprend à peu près toutes les mentions nécessaires et attendues, et notamment aussi la phase de signature de l'installateur, de l'organisme d'inspection et ensuite du distributeur. Très bien. Merci beaucoup, Olivier, pour ces explications. On va maintenant parler des organes de coupure, parce qu'on voit que ces nouveautés vont toucher de près ou de loin les organes de coupure. Alors, on a regroupé cela dans un chapitre qui va regrouper 3 types d'organes de coupure. Le premier type, c'est les organes de coupure de branchement. Deuxième type, c'est les organes de coupure situés dans les locaux de production d'énergie, LPE, dans les parcs de stationnement. Et le troisième type, c'est les organes de coupure dans les établissements recevant du public de 5e catégorie implantés dans les immeubles d'habitation. On va en parler ce cas-là. Donc, dans ce chapitre-là, la première partie, et je me tourne vers vous, Jean-Claude, qu'en est-il des organes de coupure de branchement, Jean-Claude ? Alors, en ce qui concerne les organes de coupure de branchement, ce qu'il faut savoir, c'est que le règlement actuel, jusqu'au 1er janvier 2026, il stipule en fait que cet organe de coupure, il doit être situé à l'extérieur des bâtiments. À partir du 1er janvier 2026, ce qui va être stipulé, c'est que cet organe de coupure, il va être en limite de propriété. Toujours à l'extérieur du bâtiment, mais en limite de propriété. Donc ça va induire quoi, ce changement ? Ça va induire que si vous regardez le schéma, la configuration qui est barrée là, donc ne va plus être possible. C'est-à-dire le réseau de distribution ne pourra plus rentrer à l'intérieur de la propriété de l'établissement. Cette configuration-là, elle ne sera plus possible. Donc, quel avantage on peut tirer de ce changement, en fait ? Il y en a deux. En fait, le premier, c'est du point de vue délimitation des responsabilités. Et le deuxième, c'est délimitation des règles à appliquer. Donc, une espèce de clarification de tout ça. Donc, ce qu'il faut comprendre, si vous voyez le petit exemple numéro 1, là, qui est l'exemple classique. Donc, en amont de l'organe de coupure de branchement, on est sur le réseau distributeur, sous la responsabilité du distributeur, et donc avec à appliquer le fameux arrêté du 13 juillet 2000, qui régit les règles à appliquer sur les réseaux de distribution. En aval de cet organe de coupure de branchement. L'organe de coupure de branchement, là, il n'y a pas de changement. En fait, il dépend toujours. En fait, il est posé par le distributeur et il est toujours sous la responsabilité du distributeur. Mais en aval de cet organe de coupure de branchement, à l'exception de tout ce qui se passe et tout ce qu'il y a dans le poste de livraison ou dans le coffret, je ne parle pas des compteurs et des accessoires qui vont avec, mais en aval de cet ensemble-là, on est chez le client, on est dans l'établissement, sous la responsabilité de l'exploitant,
de l'établissement. Et la règle appliquée, c'est le règlement de sécurité, donc les articles GZ. Donc c'est quand même, ça permet de simplifier et de comprendre directement comment ça se passe. On a mis donc un petit exemple supplémentaire donc en numéro 2, là, sur le côté droit de l'illustration. C'est le cas tout simple où en fait la façade du bâtiment, elle fait office, elle constitue la limite de propriété. Là qu'on voit bien en fait que l'organe de coupure de branchement qui va se retrouver en façade, donc il va pouvoir être confondu avec l'organe de coupure de bâtiment, qui lui aussi est un organe de coupure obligatoire. Donc on pourra les confondre si l'organe de coupure en question répond aux dispositions qui sont requises pour les organes de coupure de branchement et les organes de coupure de bâtiment, c'est-à-dire la signalétique, la manœuvrabilité, j'oublie le troisième, donc l'accessibilité. Et l'accessibilité. Merci à tous. Donc voilà. Travail collectif. Merci beaucoup Jean-Claude. Alors je me retourne vers vous encore Olivier pour la deuxième sous-partie de cette rubrique sur les OC. On va maintenant parler des OC, organes de coupure, situés dans les locaux de production d'énergie des parcs de stationnement. À vous Olivier, quels sont les changements alors les changements principaux, donc là, on se retrouve à analyser deux risques sur lesquels on doit appliquer des exigences un peu différentes et qui vont évoluer grâce à l'arrêté et les guides. Donc en fait, on autorise à passer dans le parc de stationnement en gaz pour alimenter un local de production d'énergie. Donc le passage au travers de ce parc de stationnement est assez réglementé et on doit respecter un certain nombre de prescriptions. Une des prescriptions qui existait est de ne pas mettre de raccord mécanique dans ce parcours. Et donc la deuxième exigence qu'on avait aussi à réaliser, c'est lorsqu'on avait un local de production d'énergie qui donnait sur le parc de stationnement, on devait pouvoir être en capacité de pouvoir couper le gaz du local de production d'énergie depuis l'extérieur du local de production d'énergie. Donc on se retrouvait avec une difficulté, c'était qu'on n'avait pas le droit de mettre des raccords mécaniques, ce qui excluait le positionnement de la vanne à l'intérieur du parc, mais pour autant il fallait qu'on puisse le couper. Ce qui a amené, ce qu'on voit sur la première image de gauche, à mettre en place un organe de coupure dans le local et on devait définir un organe de manœuvre qui se situait à l'extérieur. Donc ça, c'était un montage assez complexe, qui était réalisable, mais globalement assez complexe et qui n'amenait pas forcément un niveau d'efficacité systématique. Donc l'évolution est d'autoriser dans les guides GZ ERP la mise en place de raccords mécaniques limités à l'organe de coupure dans le parc de stationnement, ce qui permet de mettre une vanne quart de tour près de l'accès du local de production d'énergie et ainsi amener un niveau de fiabilité plus important, puisque cet organe de coupure, il peut être coupé d'une part par les personnes qui travaillent dans le local de production d'énergie, mais également par le public qui traverse par le parc de stationnement. Et là, on revient à ce que disait Jean-Claude sur la notion d'accessibilité et de repérage. On a un troisième cas, un petit cas particulier sur la slide, effectivement, qui traite du cas du SAS, donc un SAS d'accès à un local de production d'énergie. Et là, on vient présenter qu'on ne met pas la vanne dans ce SAS, mais on met cette vanne de coupure dans le parc de stationnement, un peu à l'équivalent de la porte d'accès qu'on a sur la slide de droite. Merci beaucoup, Olivier, pour ces explications très claires. Et donc la dernière petite rubrique pour clore ce chapitre sur les organes de coupure. Quel était le problème, Jean-Claude, avec les ERP de 5e catégorie implantés dans les immeubles d'habitation ? Est-ce que tu peux nous expliquer ? Non, il n'y avait pas vraiment de problème, mais ça demandait peut-être un éclaircissement. En fait, cette configuration-là, elle arrive souvent. Donc d'établissements, enfin d'ERP qui sont installés dans les bâtiments d'habitation. Ça arrive très souvent. La plupart du temps, en fait, même l'immense majorité du temps, ce sont des ERP de 5e catégorie. Et donc, le règlement de sécurité et la réglementation, elle dit qu'un ERP doit être alimenté par son branchement. Et dans certains cas de configuration particulière, ça peut s'avérer difficile, délicat, voire impossible d'alimenter un ERP qui est placé dans un bâtiment d'habitation. Je ne parle pas, en fait, on peut écarter le cas où l'immeuble n'est pas lui-même alimenté en gaz. C'est-à-dire que là, dans ce cas-là, en fait, c'est soit on peut avoir alimenté l'ERP directement par son branchement, et ici on ne peut pas parce que techniquement c'est pas faisable, on ne pourra pas mettre le gaz.
Non, mais là, on va parler plutôt des immeubles qui sont alimentés en gaz, qui, par exemple, disposent de leur propre installation collective, du type conduite d'immeuble avec des conduites montantes, donc pour alimenter les logements. Et dans ce cas-là, en fait, les règles n'étaient pas très claires. C'était pas clairement explicité, en tout cas. Et donc là, le guide prévoit de décrire comment on fait, tout simplement. Alors, comment on va faire pour alimenter un ERP dans ce cas-là? Eh bien, on peut venir faire un piquage, une dérivation sur l'installation collective pour aller alimenter le ERP. Ce qu'il faut prévoir, juste pour pouvoir faire ça, c'est d'interposer un organe de coupure entre la dérivation qui va être faite et avant la pénétration dans l'ERP. Donc cet organe de coupure, il va faire office d'organe de coupure de branchement, sous réserve de respecter un certain nombre de dispositions. C'est toujours les mêmes, sur l'accessibilité, le repérage, la manœuvrabilité. Et donc ça va avoir l'avantage en fait de clairement identifier déjà les limites, les périmètres réglementaires. C'est-à-dire en amont de cet organe de coupure, eh bien, ça sera la réglementation sur les installations de gaz dans l'habitat qui va être appliquée. Et en amont, on sera sur la réglementation du règlement de sécurité pour les ERP. Juste une petite nuance, c'est donc sur le plan de la puissance de cet ERP, de ces ERP, si on dépasse 70 kW, ce qu'on a rajouté, c'est qu'il faudra faire cette dérivation à l'extérieur du bâtiment. Là, on vient un petit peu se caler sur ce qui est fait dans l'habitat pour l'alimentation des chaufferies. Lorsqu'on dépasse 70 kW, on fait la dérivation dans le neuf, on fait la dérivation à l'extérieur. Mais sur l'illustration de gauche, vous voyez que pour tout ce qui est de puissance inférieure ou égale à 70 kW, finalement, on se retrouve dans la configuration d'une alimentation comme si on alimentait un logement. Tout simplement. Et donc on peut même aller alimenter un ERP qui serait situé en étage courant, donc directement depuis la gaine de conduite montante. Voilà. Très bien. Eh bien, merci beaucoup Jean-Claude. Donc maintenant, on va parler d'un nouveau concept pour les ERP, qui est le SPE, le site de production d'énergie, bien connu pour les participants qui nous écoutent et qui travaillent déjà dans l'habitation. Alors, pouvez-vous nous dire, Olivier, qu'est-ce qu'il va advenir des chaufferies et comment elles se situent dans les SPE? Parce que c'est pas aussi simple de dire que l'une va remplacer l'autre. À vous, Olivier. Oui, donc en fait, les sites de production d'énergie, effectivement, ça va être une nouvelle terminologie pour permettre de mettre en place les appareils de production de chauffage, de production d'eau chaude sanitaire, et va permettre un certain nombre d'évolutions techniques qu'on va décrire un peu après. Simplement, déjà au départ, la création de sites de production d'énergie dans le règlement de sécurité a nécessité un certain nombre d'adaptations majeures sur le règlement de sécurité, à savoir que les articles CH de la réglementation, qui sont des articles présents dans son texte, définissent toutes les règles d'autorisation et de limitation pour tout ce qui est chauffage, production d'eau chaude sanitaire, pour tous les appareils de production d'énergie, des productions émissions telles que aérotherme gaz, tubes rayonnants gaz. Et l'objet de tous les travaux qui ont été faits, c'était de rapatrier les exigences sur le gaz vers les articles GZ et pour permettre les évolutions qui ont été décrites en début du webinaire. Et l'objet, donc, a été de modifier ces articles CH pour, dès qu'on a des appareils de production, en tout cas des appareils d'utilisation gaz, de les renvoyer, enfin de créer une sorte d'aiguillage qui va permettre de ramener ça sur l'article GZ concerné. Donc, je prends un exemple qui va être associé à la chaufferie et au site de production d'énergie. L'article CH5 du règlement de sécurité définit les règles pour mettre en place les appareils de puissance utile supérieure à 70 kW. Donc aujourd'hui, la modification de l'article CH5 nous dit que dès qu'il y a des appareils de production, des chaudières de plus de 70 kW, l'application de la réglementation pour ces appareils-là, c'est de nous renvoyer vers l'article GZ9 qui traite des sites de production d'énergie. Donc voilà. Donc les modifications du règlement permettent de nous aiguiller, en tout cas d'appliquer les nouvelles dispositions et de prendre en compte les évolutions des articles GZ. Donc pour répondre à votre question sur les chaufferies, effectivement on a aujourd'hui l'article CH5 qui renvoie systématiquement vers l'arrêté du 23 juin 1978 qui définit les règles pour les chaufferies. Donc on voit que ce texte est un peu ancien et nécessitait une mise à jour. Donc cette chaufferie est intégrée dans les cadres des sites de production d'énergie. Peut-être sur l'audiovisuel. Oui. Voilà.
dans le cadre des sites de production d'énergie, et on voit que dans les sites de production d'énergie, vous avez 3 cas, donc les locaux de production d'énergie, les emplacements de production d'énergie et les aires de production d'énergie. Et donc, dès que vous avez ces installations, le guide gaz va vous définir pour les locaux de production d'énergie de moins de 70 kW, de plus de 70 kW ou pour les chaufferies, les règles à appliquer. Donc les nouveautés, si on peut revenir au slide d'avant, s'il vous plaît, c'est qu'effectivement, les sites de production d'énergie, en plus d'intégrer la chaufferie et les innovations, vont permettre un certain nombre de nouvelles dispositions, c'est-à-dire la mise en place d'installations de pompes à chaleur hybrides, de micro-cogénération ou d'appareils de chaleur fonctionnement en évacuation de fumée à pression, qui n'était pas prévu auparavant et qui est une évolution majeure des sites de production d'énergie. Ces sites de production d'énergie aussi permettent une évolution qu'on ne pouvait pas faire auparavant, à savoir que dès qu'on avait des appareils de production étanches de plus de 70 kW, leur implantation était systématiquement dans les derniers niveaux d'un bâtiment. Et aujourd'hui, avec l'évolution de la réglementation, ces appareils peuvent être implantés dans d'autres situation dans le bâtiment. Effectivement, le guide précisera les prescriptions associées. Si on peut repasser, donc effectivement, merci Karine, sur le schéma. Donc vous avez les locaux de production d'énergie, donc qui sont les locaux qui reçoivent les appareils de production, mais on voit les 2 autres possibilités offertes qui sont les emplacements de production d'énergie. Donc à ce stade, l'emplacement de production d'énergie est une situation qu'on retrouve en habitation, mais qui n'est pas développée dans un premier temps par les guides. Donc aujourd'hui, ça c'est plutôt une projection vers l'avenir. Par contre, les aires de production d'énergie permettent de mettre en place des appareils de production à l'extérieur. Donc, c'est des choses qu'on avait déjà décrites dans l'article CH5 précédemment et qui ont été reprises et adaptées dans le guide SPE. Donc, voilà, on a un nouveau panel de possibilités offertes avec la possibilité d'intégrer toutes les innovations technologiques que Philippe décrivait au début du webinaire. Merci beaucoup, Olivier. Alors maintenant, on va voir avec Jean-Claude, on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Comment je dois procéder si je veux réaliser un site de production d'énergie? Y a-t-il un guide que je dois suivre? Olivier vient d'en parler. Voilà. Il a déjà dit beaucoup de choses. Donc, effectivement, il y a un guide spécifique dédié. En fait, ce guide, il est calqué, il ressemble beaucoup au guide SPE qui a été réalisé pour l'habitat. Il a été construit sur le même principe. Donc avec des thèmes qui sont abordés, donc l'implantation des locaux, enfin l'implantation des sites, donc avec les problématiques s'il y en a, de distance à respecter par rapport à des locaux tiers, des bâtiments tiers, etc. Il y a un aspect construction avec la partie isolation, incendie, et donc toute la gestion des accès, des issues, et donc un thème donc ventilation. Ce qu'on ne trouvera pas dans le guide SPE, ERP, comme dans le guide SPE Habitat, c'est tout ce qui concerne l'alimentation en gaz de ces SPE. L'alimentation en gaz, elle est intégrée dans le guide IG installation de gaz. Donc, au chapitre, c'est un chapitre dédié entièrement à ça, GZ7, paragraphe 3, dans lequel on retrouvera tout ce qu'il faut pour alimenter en gaz un SPE. Donc ça, c'est la première chose. Donc, tu l'as dit, Olivier, en fait, ce qu'on ne trouvera pas non plus dans le guide SPE, dans cette édition, en tout cas, c'est l'emplacement de production d'énergie, bien qu'il soit défini dans l'arrêté, et il est bien là. Mais donc, on a estimé, donc, lors de l'élaboration de ce guide-là, que en fait, les solutions de LPE de moins de 70 kW suffisaient à décrire aujourd'hui les différentes configurations d'installation des appareils dans les ERP de moins de 70 kW. Donc, du coup, pas de nécessité pour le moment. Donc, si jamais le besoin se faisait sentir, on pourrait toujours, dans une édition ultérieure, fixer des dispositions. Oui, alors juste peut-être une précision sur les sites de production d'énergie. Il faut quand même rappeler juste pourquoi on le fait. Les sites de production d'énergie, c'est parce que nous étions trop contraints par des textes spécifiques qui avant expliquaient comment on devait faire une chaufferie et limitaient à l'intérieur de la chaufferie le type d'appareil. Donc on ne pouvait pas y retrouver une centrale de traitement d'air, une PAC hybride, une COGE, etc. C'était très spécifique. Mais il n'y avait pas que ça. Il y avait des textes pour les mini-chaufferies, des textes pour les chaufferies, des textes pour
pour les locaux de groupe électrogène. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les sites de production d'énergie sont venus au sommet de cette pyramide. Et ils ont catégorisé 3 types de production d'énergie. Ceux qui se trouvent dans des locaux, ceux qui se trouvent dans des emplacements qui ne sont pas des locaux mais qui sont à l'intérieur du bâtiment, et ceux qui se trouvent à l'extérieur du bâtiment. Et c'est pour répondre à ce besoin, parce que les technologies évoluent et donc elles se situent, on a toujours du mal à savoir où est-ce qu'on peut mettre ces outils. Donc les sites de production sont venus élargir le spectre de cette chose-là. Et après, je vous parlerai un peu des catégories des VAPDC où on a fait la même chose. Donc, on y retrouvera bien évidemment ces 3 catégories. Et dans ces 3 catégories, elles seront classées par puissance, au-dessus de 70, en dessous de 70, et par technologie. Voilà. Faut le rappeler que c'était un besoin, en fait, parce que sinon, on avait des trous dans la raquette. Oui, juste pour finir, une différence avec le guide SPE Habitat, c'est le seuil de 30 kg. Donc dans le guide Habitat, on a un seuil à 70 kW qui correspond... Les LPE de moins de 70, c'était anciennement les mini-chaufferies. Il y a une raison historique. Et LPE de plus de 70, c'était les chaufferies. Dans le guide SPE-RP, on voit apparaître un seuil à 30 kg. Pourquoi ? Parce qu'en fait, ça vient tout simplement du CH6 paragraphe 1. Qu'est-ce qu'il nous dit, ce CH6, paragraphe 1 ? Il nous dit en fait que quand on a des appareils de puissance utile inférieure à 30 kg ou jusqu'à 30 kg, en fait, on peut les installer ailleurs que dans un site ou dans un local spécifique. On peut à partir du moment où on vient amener de l'air et évacuer les produits de combustion. Donc, ce seuil-là apparaît dans le guide SPE, c'est la différence avec le guide SPE Habitat. Et donc, l'installation de ces appareils jusqu'à 30 kg a été intégré dans le guide GZ, au niveau du chapitre GZ11. Et donc, si on veut installer des appareils de production à combustion qui font plus de 30 kg, à ce moment-là, il y a obligation de les mettre dans un SPE, et on ira les traiter et on ira regarder comment ça s'installe dans le guide SPE, au niveau du chapitre LPE de moins de 70, tout simplement. Je ne sais pas si j'ai été clair. Pour moi, oui. Donc, voilà. On va rappeler que 30 kg, c'est pas le poids de l'appareil. C'est non, la puissance. Merci Philippe. Merci Jean-Claude. Donc là, toutes les nouveautés qu'on vient de voir ensemble, on se doute bien qu'elles s'appliquent aux bâtiments, enfin aux ERP neufs. Mais qu'en est-il, mon colonel, des établissements existants ? Alors bon, si on fait le distinguo entre déjà les établissements du premier groupe, les établissements de 5e, les dispositions qui vont rentrer en vigueur au 1er janvier 2026 vont s'appliquer, évidemment, pour ce qui concerne toutes les mesures constructives de conception, etc., aux bâtiments à construire. Oui. Les bâtiments existants restent avec l'application des textes que l'on connaît. Donc, en cas de travaux, c'est la date à laquelle la demande d'autorisation de travaux aura été autorisée qui fera foi. Et puis, comme l'a dit Monsieur Mola, sinon, sur le premier groupe, pas de changement en réalité. Les dispositions qu'on connaît aujourd'hui seront celles de demain, hormis les innovations et les nouveautés qu'on a abordées. Sur les 5e catégories, là aussi, pas de changement. Les dispositions qui s'appliqueront demain ne valent que pour les projets. Attention tout de même, puisque les dispositions administratives ou de vérification qui sortent dans la réglementation, elles, par contre, s'appliquent à tous les bâtiments. Dès qu'on parle de mesures administratives ou de mesures techniques, pour le coup, elles s'appliquent même aux établissements existants. Ça veut dire qu'à partir de l'année prochaine, il y aura des mesures obligatoires de vérification des installations de gaz neuves ou modifiées dans tous les bâtiments. Et puis, on n'en a pas parlé, mais les mesures qui s'appliquent sur les 5e catégories vont également s'accompagner d'une précision quant aux vérifications périodiques des installations de gaz en 5e catégorie. Jusqu'à présent, il n'y a pas de périodicité qui est précisée. À partir de l'année prochaine, la périodicité sera triennale sur le contrôle des installations de gaz, comme sur les autres installations pour les 5e catégories. Et puis, comme il faut laisser un peu le temps à la filière, que ce soit côté des organismes agréés ou côté organismes habilités,
pour effectuer les contrôles sur les 5e catégories que Olivier a décrit, il s'avère qu'on sera sur une application au 1er juillet pour la mise en œuvre effective des contrôles. Alors, ceux-ci pourront intervenir avant si l'exploitant ou le propriétaire le souhaite, mais on va donner 6 mois pour que ces mesures de contrôle puissent se mettre en œuvre à partir de l'année prochaine. Mais par contre, quand il s'agit du référentiel sur la conception des installations, on sera bien sur le 1er janvier de cette année, basé sur ce qui se fait au regard de l'arrêté du 23 février 2018 sur les bâtiments d'habitation pour les petits ERP de 5e catégorie. Merci beaucoup, mon colonel. On arrive tout doucement à l'issue de ce webinaire. Un dernier mot à Philippe pour rappeler aux participants connectés ou qui nous verront en replay qu'est-ce qu'on peut trouver de gratuit sur le site du CNPG qui est pour eux. C'est un dernier mot ou on a encore un peu de temps? Alors, il y a effectivement, on a 5 questions, en tout cas il y a des questions qui sont prévues à la fin, donc il y a un petit peu juste rappeler à tout le monde que bien évidemment tous ces guides seront mis à disposition gratuite sur le site du CNPG. D'ailleurs je rappelle à tous nos partenaires qui souvent citent nos guides, etc., je leur propose de rediriger sur le site du CNPG par un lien plutôt que de télécharger les guides et de les mettre sur leur site internet. Parce qu'on est sûr que d'une chose, c'est que les guides en vigueur ne seront trouvés que sur le site internet. À la demande du ministère de l'Intérieur, on vous propose cependant pour les découvrir, parce que c'est nouveau quand même, il faut rappeler quand même que le grand changement, même si évidemment sur les prescriptions techniques ça ne change pas, mais le grand changement c'est de travailler avec des guides volontaires, d'applications volontaires. Ces guides, à la demande du colonel Herbout, on les mettra à disposition le 12 décembre, je crois. On attendait une approbation définitive pour que vous puissiez en prendre connaissance. On comprend que ça laisse pas beaucoup de temps, mais enfin c'est un cadeau de Noël sympa, c'est gratuit. Et puis pour vous aider, on a rédigé une brochure pédagogique qui sera elle également présente sur le site par nuage. C'est-à-dire celui qui veut savoir quelles sont les nouveautés sur les organes de coupure, il cliquera sur l'image et il aura les réponses à ces questions. Mais pour le mot de la fin, c'est dire cette réglementation évolue énormément sur la forme, dans son concept, mais sur le fond, ceux qui savaient réaliser une installation de gaz avant dans les ERP, ils sauront toujours le faire. Voilà, ça ne permet que de prendre en compte les nouveautés. Merci beaucoup Philippe. Alors j'ai une question qui m'arrive de la régie. Je vais vous la lire et vous me direz qui veut y répondre. La question c'est la suivante. Donc les articles GE, c'est pour le premier groupe. Pourquoi et comment on s'y réfère pour les ERP de 5e catégorie? Alors, c'est pour toi. Je peux répondre, il n'y a pas de souci. Alors, effectivement, tout ce travail-là s'est accompagné d'une sortie successive d'arrêtés. Le premier, ça a été celui du 23 février de cette année. Pour les articles GZ. Puis, on a continué à travailler, il fallait mettre en concordance, Olivier en a parlé aussi, les articles CH, mais on a sorti des arrêtés pour mettre en concordance avec les futurs articles GZ, un arrêté sur les IGH, sur les établissements spéciaux, etc. Il nous reste un arrêté à sortir, c'est celui qui va traiter des 5e catégories. Alors, on en a parlé comme si, bien sûr, ça allait s'appliquer au 1er janvier, ça sera le cas. Cet arrêté, il a été signé. Je n'ai plus qu'à le mettre à la publication au journal officiel. Donc c'est une histoire de jours avant que l'arrêté sur les 5e sorte. Et c'est dans cet arrêté modificatif sur les 5e que vous trouverez la réponse à votre question. C'est-à-dire que c'est l'article PE10B qui va être modifié. Et l'article PE10B qui traite des installations de gaz dans les 5e précisera pour les 5e catégories qui reçoivent moins de 20 personnes, le référentiel à appliquer, c'est-à-dire l'arrêté de 2018, donc on va faire comme en habitation. Et c'est l'arrêté, c'est l'article aussi PE10B qui précisera que pour les 5e qui reçoivent plus de 19 personnes, le référentiel sera les articles GZ et notamment l'article GZ13. L'article GZ13 qui impose le rapport de vérification réglementaire après travaux organisme agréé du premier groupe. Voilà. Très bien. Alors, je ne sais pas si j'ai une autre question de la part de la régie.
une question qui va arriver. Voilà. Alors bonjour à tous. Donc en phase d'exploitation d'un ERP 5e catégorie, a-t-il été défini une périodicité de vérification ? Ça a été dit. Le lieutenant-colonel vient de le dire, ça sera 3 ans. Voilà. Tout à fait. Oui, c'est 3 ans. C'est 3 ans. Ça sera 3 ans. Oui, 3 ans ou plus. Voilà. Puisque actuellement, il est précisé seulement que cette vérification est obligatoire, mais elle se fait en cours d'exploitation. Donc il était important de préciser cette périodicité parce que sur le terrain, ça pouvait poser question, que ce soit côté exploitant ou côté vérificateur. Alors une autre question, on va voir si elle a été posée ou pas déjà, répondue ou pas. Y aura-t-il des agréments type PG et PGM comme pour les installations gaz dans l'habitation ? Peut-être répondre. Vas-y, oui, réponds. Alors vas-y Philippe. C'est un petit peu complexe dans le sens où pour les... Alors moins de 20, moins de 19, enfin je sais plus du coup, mais pour les établissements de 5e catégorie, on va procéder au même contrôle que dans l'habitation. Or, dans l'habitation, il existe 2 formats de contrôle. D'accord. Soit vous obtenez une qualification PG, on oublie PGM pour la maintenance, mais soit vous avez la qualification professionnelle du gaz. Très bien. Dans ce cas-là, vous pouvez réaliser des installations de gaz, mais vous serez, entre guillemets, audité par un organisme habilité tous les 25 certificats de conformité émis. D'accord. C'est une souplesse, ça permet évidemment de ne pas alourdir les coûts pour ces établissements. C'est la raison pour laquelle on a proposé à l'administration de dire, pour les petits établissements, procédons de la même manière que dans l'habitation, déjà parce que le rapport demandait à ce qu'on soit au même niveau que l'habitation. Donc si vous avez une qualification PG, vous avez la possibilité de réaliser des installations. Évidemment, lors d'un audit, si vous êtes contrôlé et qu'on trouve des anomalies, vous perdez votre qualification et vous perdez la possibilité de n'être audité que sur les 25. Si vous n'avez pas cette qualification PG, D'accord. dans ce cas-là, vous êtes audité systématiquement. C'est-à-dire un organisme habilité viendra vérifier l'installation avant la mise en service. Vous comprenez que ce n'est pas le même coût. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Donc, je ne me rappelle plus de la question de départ, mais oui, la qualification PG va être proposée pour les installateurs. On a considéré également que ces installateurs étaient déjà habitués à travailler de cette manière dans l'habitation. Et comme nous l'a expliqué Jean-Claude, la plupart des établissements de 5e, la plupart, pas tous, sont au sein des immeubles d'habitation. Donc, on pense que les installateurs qui vont réaliser ces branchements de clients sont déjà habitués à ces systèmes-là. Pour préciser, en réalité, comme le ministère chargé de la sécurité du gaz l'a fait pour les bâtiments d'habitation avec cette reconnaissance de contrôle et également la reconnaissance du cahier des charges, donc qui lie les installateurs et Habitat Plus, on a en réalité pris le parti de conserver cette approche au niveau du ministère de l'Intérieur pour ce qui concerne les ERP qui recevront moins de 20 personnes. Donc on est sur la même chose. Sur la même chose, une convention a été signée entre le ministère de l'Intérieur et Habitat Plus qui gère la qualification PG. Très bien. Un référentiel de contrôle a été approuvé. On est bien sur un niveau de sécurité, on n'est pas sur une conformité d'installation. La conformité, c'est en face, c'est au-dessus, c'est le premier groupe, c'est au-dessus de 19. Là, on est sur un référentiel de contrôle. Je comprends. Sur lesquels les installateurs seront vérifiés. Et donc, ce référentiel et ce cahier des charges reconnu par le ministère de l'Intérieur va être publié également au bulletin officiel du ministère de l'Intérieur. Oui. Mais comme je l'ai expliqué tout à l'heure, on donne 6 mois pour que tout ça puisse se mettre en œuvre. Et donc, ce référentiel sera soit courant décembre, tout début janvier, sera connu de tous. Mais voilà, on aura 6 mois pour mettre tout ça en œuvre. Pour prendre connaissance et appliquer. Parfait. Alors, une question. Les vérifications triennales des établissements recevant du public de 5e catégorie seront-elles réalisées par un organisme agréé ? Je vais répondre non. En fait, la réglementation définie pour les vérifications périodiques, elle soit réalisée par techniciens compétents. Merci. On retrouve cette définition dans la réglementation. Oui, ça sera au niveau de l'article PE4. Enfin, d'ailleurs, c'est le PE4 paragraphe 2 d'aujourd'hui qui le dit déjà. PE4, parfait. Donc, pour la personne qui a posé la question, c'est très précis. Y a-t-il d'autres... oui. Ça, on vient d'y répondre.
Alors, en 5e catégorie, les contrôles au 1er juillet 2026, est-ce qu'il en est de même pour les certificats ? Je vais essayer de répondre. Essayons. On a expliqué tout à l'heure que la réglementation des établissements recevant du public s'appuyait sur la réglementation habitation. On l'a vu, puisqu'on a rédigé 3 guides. Un guide général, qui précise comment on réalise l'installation, et des guides thématiques. Et on s'appuie sur 2 guides thématiques, enfin 2 guides de l'habitation. Sur le certificat de conformité, pour les moins de 19, on va utiliser un document CERFA qui est sous la main de la Direction générale de la prévention des risques au ministère de l'écologie. Donc c'est ce qu'on appelle la DGPR. C'est eux qui ont la main de ce certificat. Okay. Ce certificat, on l'a modifié de manière à ce que, encore une fois, puisque les installateurs qui ont l'habitude de travailler dans les bâtiments d'habitation utilisent ce certificat, on leur permet de l'utiliser bientôt, demain, pour les établissements recevant du public de moins de 19. Donc ils ont une case à cocher. Est-ce que je me retrouve en haut du certificat dans un bâtiment d'habitation ou dans un ERP de moins de 19 personnes ? À partir du moment où ils choisissent de cocher la case ERP, ils peuvent l'utiliser dès le 1er janvier. La seule chose, c'est que l'obligation de le faire ne sera qu'à partir du 1er juillet 2019. Voilà. Mais on invite... 2026. On invite tous les professionnels à le faire dès maintenant. Entre guillemets, s'il devait y avoir des sanctions, elles ne seront applicables qu'à partir du 1er juillet 2026. Oui, ça va entrer en vigueur, c'est pour le 1er juillet. Voilà. Mais le certificat, il sera, et nous l'espérons, on attend juste une réponse de la DGPR sur ce sujet, parce que c'est eux qui doivent modifier le document CERFA et le mettre en ligne. Donc on attend juste ça, ça devrait arriver dans le courant du mois de décembre, mais à partir du 1er janvier, ce certificat sera en service. Il sera peut-être cumulé avec l'ancien certificat. Voilà, c'est la discussion que nous avons avec la DGPR aujourd'hui. Les 2 certificats pourront éventuellement vivre jusqu'au 1er juillet 2026, l'ancien et le nouveau. Merci. Avant-dernière question, un bloc de détente NF suivant l'arrêté ministériel de 2018 sera-t-il conforme à l'arrêté ministériel de février 2025 ? Heureusement qu'on avait dit pas de questions difficiles. Hein. On remercie les modérateurs. Non, oui, il n'y a aucune raison qu'il ne le soit pas. Il y a un travail qui est fait actuellement avec Certigaz et encore une fois les services de l'administration, de la Direction générale de la prévention des risques pour expliquer ce qu'est un bloc de détente gaz et donc pour qualifier ce bloc de détente et donc lui montrer qu'il répond à la conformité des normes françaises. Donc ce bloc de détente, à partir du moment où il fait partie de la liste de ceux qui sont classés comme étant conformes à la marque NF, ils seront utilisés aussi bien dans l'habitat que dans l'ERP. Sachant qu'on l'avait dit tout à l'heure, le guide AMG est commun. Voilà, ok, c'est très clair. Dernière question, les aptitudes d'assemblage resteront-elles obligatoires ? C'est le guide, tu veux le dire, mais c'est le guide AAS. Les obligations d'assemblage qu'on retrouve dans les articles GZ aujourd'hui demeureront à l'avenir, puisqu'elles sont reprises dans les obligations d'attestation d'aptitude et d'assemblage sont reprises dans le guide GZ ERP, dans les mêmes proportions, à savoir les alimentations des sites de production d'énergie de plus de 70 kW, notamment. Merci beaucoup. Avant de clôturer ce webinaire, et alors je voulais faire la transition avec la slide qui s'affiche à votre écran, mais c'était avant les questions-réponses, pour reparler de gratuité. Et donc, il n'y a pas que sur le site du CNPG qu'il y a des éléments gratuits. Et donc, je vous rappelle que vous avez de nombreux services gratuits et d'expertise au sein de Cegibat. Donc, sont illustrés sous vos yeux sur le support la hotline réglementaire. Alors, vous voyez les experts de la hotline réglementaire que nous vous invitons chaudement, sans mauvais jeu de mots, à contacter en cas de problème. Et au-delà de ce service-là, vous retrouvez les simulateurs, les réponses d'experts, le Vecteur Gaz, excellent magazine de Cegibat, et les dossiers techniques qui sont nombreux sur notre site. Et enfin, donc, on vous remercie à tous, mais avant, vous retrouverez bien sûr sur le site Cegibat le replay de ce webinaire, le support qui vous a été présenté, mais surtout la réponse à toutes les questions, celles qui ont été bien sûr répondues, mais également toutes les questions du chat seront reprises dans une foire aux questions très complète.
Philippe me faisait un signe. Rappelez que la hotline réglementaire monte en compétence puisqu'elle s'intéresse maintenant non Tout seulement Projet touche 2. à ce qu'elle savait déjà faire, à savoir parler très très bien du gaz, Oui. mais elle sait aussi maintenant expliquer et répondre à toutes les questions en ce qui concerne les packs hybrides, les systèmes thermodynamiques, etc. Donc n'hésitez pas. Oui. Si vous avez des questions sur l'implantation de ces systèmes, les technologies de ces systèmes et la possibilité de les installer, à appeler la hotline réglementaire. Je crois, Jean-Claude, qu'il y a 2 boutons, Projet un touche 2. spécialisé. Effectivement, vous n'avez qu'à touche 2. appuyer sur la touche 2 pour effectivement tester ces nouvelles compétences. Ils se sont, comme nous, On n'a aucun doute. organisés et mis en Ouais. en route pour pouvoir répondre à toutes ces questions au 1er janvier. Il me reste à vous souhaiter à tous de très belles fêtes de fin d'année, puisqu'on est déjà au mois de décembre, et de remercier les 4 intervenants qui étaient auprès de moi pour réaliser ce webinaire et de saluer le travail qui a été fait en amont de préparation. Merci à tous et à très bientôt pour de nouveaux rendez-vous réglementaires gaz. Merci Karine. Merci. Merci, bonne journée à tous. Les principales règles encadrant les installations gaz des ERP, établissements recevant du public, sont décrites dans les articles GZ au sein des dispositions générales du règlement de sécurité contre les risques d'incendie du 25 juin 1980. Ces règles actuellement en vigueur sont partiellement rendues caduques par des évolutions réglementaires connexes. Plus de 20 ans après la dernière révision majeure, une réécriture de ces articles s'impose afin de les actualiser, mais également pour prendre en compte les innovations relatives aux installations de gaz. Cette refonte réglementaire s'est faite à l'initiative du ministère de l'Intérieur, qui s'est appuyé sur le CNPG, Centre national d'expertise des professionnels de l'énergie gaz, pour réaliser cette mission. Après plusieurs mois de travail collaboratif, l'arrêté du 23 février 2025 voit le jour. Composé de 15 articles, ce texte épuré repose sur une logique d'obligation de résultats encadrés. Outre cet arrêté qui fixe des objectifs à atteindre, des guides techniques d'application volontaire ont été rédigés et approuvés par décision ministérielle. La mise en œuvre des solutions techniques mentionnées dans ces guides vaut présomption de conformité aux exigences de l'arrêté. Cette architecture singulière, inspirée des règles dans l'habitat, permet d'harmoniser les pratiques entre les différentes réglementations relatives au gaz. La nouvelle réglementation entre en application le 1er janvier 2026. Pour en savoir plus et vous tenir régulièrement informé, abonnez-vous à la newsletter CJBAT. CJBAT, l'expertise de la réglementation gaz et de l'efficacité énergétique GRDF.